Salut tout le monde, c'est Benouz, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre de Zelda et la philosophie, et le chapitre d'aujourd'hui s'appelle Link et la recherche de sens. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, c'est le meilleur moyen pour soutenir ma chaîne. Sur ce, c'est parti. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Le temps file et emporte les hommes. Ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête. Un jeune esprit renferme un cœur ambitieux. Des amours légères cèdent à une passion profonde. Un miroir d'eau pure reflète la vie. Écoute la sérénade de l'eau et contemple ton reflet. Ce chapitre a été écrit par Tony Fellela. J'ai une confession à vous faire. Je ne termine jamais ce que j'ai commencé. En particulier en ce qui concerne les jeux Zelda. Je vais jusqu'à la fin, j'arrive au dernier combat contre Ganon, et j'abandonne. Je n'aime pas dire que j'abandonne, je préfère dire que j'arrête, ou que je fais une pause. Ce n'est pas une petite pause après une partie harassante, non. C'est plutôt une pause permanente. Et quand j'arrive à ce moment-là, je ne suis plus aussi investi. Je sais que tout sera bientôt fini. La partie sera terminée et oui, je verrai peut-être une cinématique sympathique de retrouvailles entre Zelda et Link, mais ensuite, plus rien. Game over. Fini les rubis. Pendant que j'écris, j'ai 2 jeux Zelda sur le point d'être terminés. Ocarina of Time et Twilight Princess. Pour moi, le plaisir du jeu ne réside pas dans la gratification de tuer le Big Boss, mais dans le processus détaillé et immersif qui m'a conduite jusque-là. Je ressens une sorte de joie existentialiste quand je récupère des fragments de cœur, quand je reçois des lettres, quand j'en envoie, et que je trouve une lanterne gratuite. L'existentialisme semble être une philosophie adaptée aux jeux Zelda, car dans les 2 cas, une large place est donnée à la signification, ou au manque de signification, des tâches répétitives et terre-à-terre de la vie quotidienne. Malheureusement, les jeux vidéo et l'existentialisme ont tous deux souffert d'une mauvaise réputation. Ils sont tous les deux souvent discrédités par des gens mal informés, qui les voient comme des territoires dans lesquels des adolescents insatisfaits s'échappent de la réalité pour fêter leur apathie avec conviction. Il y a bien une étude occasionnelle rapportée dans un encart de Newsweek qui approuve la coordination œil-main développée par les joueurs, mais elle ne suffit pas à dissiper l'image populaire de l'adolescent solitaire atteint d'une Nintendinite, un exemplaire de l'étranger de Camus fourré dans la poche arrière de son vieux jean noir. Même si je reconnais que l'image de l'adolescent maussade et autocentré correspond largement à celle de ma photo de classe de 4ème, accompagnée de la citation « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », des années plus tard, une fois devenu une adulte un peu moins empathique, je continue d'apprécier à la fois Nietzsche et Nintendo. Jean-Paul Sartre nous dit que l'homme se définit lui-même. Ce qui m'intéresse, à la fois dans la vie et dans le jeu vidéo, c'est ce processus de devenir, cette définition de soi-même et la création du sens. J'ai des affinités avec le personnage de Link, qui manque au début des ressources nécessaires pour affronter les obstacles qu'il rencontre. Il s'agit peut-être là d'envie de shopping que je réprimande d'habitude. En tout cas, j'adore le faire collectionner des objets, la tunique Zora bleue, la tunique Goron rouge, les flacons. Chaque objet que je collectionne constitue un pas vers l'accomplissement du rôle de héros qui, pour moi, est le véritable objectif du jeu. À mes yeux, le but est de posséder la multitude de compétences et d'équipements nécessaires pour devenir le héros d'Hyrule, pour atteindre la maturité si bien scénarisée dans Ocarina of Time et dans les paroles de Sheik, reprises dans l'épigramme qui ouvre ce chapitre. Le temps file et emporte les hommes. Quand Sheik conseille à Link de contempler son reflet, il montre qu'il a bien compris le caractère fluide et instable de la vie, qui fait qu'une personne, ou un Illien dans le cas de Link, peut se sentir seul et perdu. Le but existentialiste de ce jeu est de sortir Link de tout sentiment d'isolement initial ou persistant, pour le mener dans une vie pleine de sens, à la fois intrinsèquement, de par sa propre évolution en héros, et extrinsèquement, de par son importance dans le monde qui l'entoure. Je pourrais aller jusqu'à dire que le fait de tuer Ganon et de finir le jeu est secondaire. Certains penseront qu'il s'agit là de la logique de quelqu'un qui ne possède pas les compétences nécessaires pour le combat final. Moi j'affirme que c'est mon approche existentialiste de Zelda. Trouver la Triforce dans un univers hostile. Il y a une phrase qui définit bien l'existentialisme dans La nausée de Jean-Paul Sartre. L'existence précède l'essence. Pour résumer, cela signifie que la vie d'une personne n'a pas de signification déterminée à la naissance.
chaque personne a la liberté et la responsabilité de donner un sens à sa propre vie. Toute notion d'un Dieu omnipotent et dominateur est abandonnée ici, ce qui explique peut-être son pouvoir d'attraction sur les adolescents en plein rejet de l'autorité. La remise en question du pouvoir divin par l'existentialisme tient en partie à son contexte historique. Bien que des preuves de l'existentialisme, sous toute forme que ce soit, remontent aussi loin qu'à l'époque de la Grèce antique, il a connu son heure de gloire après la Deuxième Guerre mondiale. Dans un monde qui avait dû affronter le mal, le concept de Dieu était en pleine réévaluation. Si Dieu était censé aimer tout et tout le monde, comment une tragédie aussi atroce que l'Holocauste avait-elle pu survenir ? Pour beaucoup, la réponse était difficile car elle remettait en cause l'existence même de Dieu, ou au moins sa portée. Certains répondaient simplement « Dieu est mort ». On trouve cette célèbre phrase en contexte dans Le Gai Savoir, écrit en 1887 par Friedrich Nietzsche, dont la pensée antérieure à la Seconde Guerre mondiale restait d'actualité pour beaucoup, car elle était aux prises avec les questions de Dieu et de la moralité. Mais proclamer « Dieu est mort » n'était pas qu'une manière folle et prétentieuse choisie par le philosophe pour tuer verbalement Dieu, c'était un plaidoyer, une tentative choquante d'appeler les êtres humains à prendre la responsabilité de leurs actions. En contexte, la phrase est développée ainsi. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux ? Une fois libérés d'une vie prédéterminée, nous portons la responsabilité d'en faire une vie bonne, exaltée et pleine de sens. La Triforce et l'harmonie qu'elle symbolise sont brisées, et nous devons restaurer cette harmonie grâce aux actions de Link. Il doit redonner un sens à un Hyrule hostile et privé de Dieu. Bien que l'existentialisme ait parfois été perçu comme une branche solitaire de la philosophie, un système de croyances sombres et sans Dieu, ce n'est pas tout à fait le cas. Une dualité complexe se joue dans la vision du monde de l'existentialiste. Il y a un sens de la solitude qui tient au fait que chaque homme est responsable de sa propre vie et doit devenir le Dieu qu'il doit être pour bien vivre, mais en même temps, il existe une solidarité dans le partage de la condition humaine. Il faut noter que Nietzsche emploie la première personne du pluriel, nous. Nous devons devenir des dieux. Dans les jeux Zelda, Link est le plus souvent seul, mais il y a une connexion, un lien, entre notre héros et le reste de l'univers du jeu. Il est aidé par les personnes âgées, Navi, les Twili et d'autres, mais le plus important, c'est que ses actions solitaires ont des effets remarquables dans le monde entier. Dans Ocarina of Time, on peut voir son héroïsme décongeler les eaux du domaine Zora et débarrasser la forêt Kokiri des plantes carnivores et des horribles araignées. L'harmonie restaurée par ses actions crée même une harmonie auditive, car on passe d'une musique sinistre à une musique apaisante. Mais s'il est physiquement seul, Link, comme tout humain dans la pensée existentialiste, n'a une vie ni isolée, ni sans effet. La quête de moralité et d'un sens personnel a inévitablement une utilité dans le monde qui l'entoure. En sauvant le monde, Link existe de sorte à accomplir son essence de héros. D'une certaine manière, l'héroïsme de Link est absurde. Il ne choisit pas vraiment sa quête, elle lui tombe dessus. Dans les jeux Zelda, ne se pose pas que le problème de choix, il y a aussi la répétition écrasante des tâches du héros. Encore un labyrinthe à explorer, encore des Dodongo à faire exploser, et chaque nouveau jeu de la série est encore une quête pour réparer le monde. On dirait presque que la mission du joueur est ce qu'on appelle une tâche sisyphéenne. Dans la mythologie grecque, Sisyphe était un homme condamné par les dieux à pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, mais une fois en haut, le rocher dévalait la pente, et Sisyphe devait répéter inlassablement sa tâche pour l'éternité. Albert Camus fait une lecture existentialiste de ce mythe en dépeignant Sisyphe comme un héros absurde, heureux même dans sa punition. Le contentement de Sisyphe vient de sa conscience de lui-même. Sur le fait que Sisyphe s'approprie sa tâche, Camus écrit « Son destin lui appartient, son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde quand il contemple son tourment fait taire toutes les idoles. » En réfléchissant sur son destin, le héros absurde dans sa tâche devient, d'une certaine manière, plus important que les dieux qui la lui ont confiés. Nous voyons un déplacement similaire de l'importance des personnages dans Zelda. Link doit sauver le monde, encore et encore, qui a été mis en danger par Ganon, encore et encore. Mais le rôle d'instigateur de Ganon n'a presque pas d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est Link, le héros, le petit garçon qui essaie de sauver la princesse et de devenir un homme. La vie de Link, petit garçon qui deviendra homme. Dans The Legend of Zelda, la vie de Link a beau être légèrement prédéterminée,
Le jeu est centré sur l'accomplissement de son rôle de héros, son rôle de dieu. Ce rôle n'est pas inné chez lui, d'ailleurs, il n'en a même pas les pleines capacités au début du jeu. La série The Legend of Zelda montre surtout un Link qui grandit, qui franchit les étapes de son développement, sa force s'améliore et, dans Ocarina of Time, on assiste à sa véritable croissance physique, au fur et à mesure qu'il exécute les tâches du jeu. Cela fait écho aux efforts de maturation vers une vie qui fait sens, efforts qui se trouvent au cœur de la philosophie existentialiste. Ocarina of Time symbolise ce développement d'une manière à laquelle les autres jeux de la série font allusion, mais jamais explicitement. Ocarina of Time s'ouvre à un moment qui illustre parfaitement l'expression « l'existence précède l'essence », avec une cinématique élaborée où l'on voit Link recevoir enfin sa fée, j'ai nommé Navi. Obtenir une fée est l'un des premiers signes du développement vers l'âge adulte, c'est l'équivalent d'un début de moustache. Qu'on se moque de Link ou qu'on le félicite, et cela bien que Navi soit, avec Tinkle, l'un des personnages les plus insipides de Zelda, l'obtention de sa fée est une chose que tous les villageois voient comme une étape nécessaire vers la maturité. Dans la série Zelda, le début du jeu sert souvent à mettre en valeur le sous-équipement initial de Link. Le Legend of Zelda original, mon préféré, commence alors qu'il n'a même pas d'épée. Bien sûr, il vous suffit de franchir dans la peau de Link la première porte que vous voyez pour en avoir une, mais cette action donne le ton. Non seulement vous devrez accomplir les tâches habituelles des jeux vidéo, comme combattre les méchants, mais vous devrez également obtenir l'équipement nécessaire pour le faire. Et il y en a beaucoup. Dans le deuxième jeu Zelda, vous commencez aussi par attraper l'épée posée juste devant vous. Ocarina of Time va un peu plus loin dans cette quête d'épée, car Link doit chercher un peu partout pour la trouver. Laissons au Freudien l'analyse des implications phalliques liées au fait qu'il a besoin d'une épée pour sauver la princesse en danger. Quoi qu'il en soit, les actions qui mènent à l'obtention des outils nécessaires forment une part considérable de l'amusement procuré par les jeux Zelda. De plus, ce processus d'acquisition existentialiste est chronologiquement le premier objectif du jeu et demeure peut-être notre objectif principal tout du long. Link paysagiste. Dans un jeu Zelda, on passe la majorité du temps à faire ce que l'on pourrait facilement appeler des corvées. Pour expliquer ce qui se passe pendant les très nombreuses heures de jeu, je résumerai en disant qu'au sens pratique, Link est un paysagiste à qui incombe la tâche de sauver une princesse. Cet objectif final glorieux et intimidant a beau lui revenir, au quotidien, sa vie consiste surtout à abattre des arbres, couper de l'herbe et tailler des buissons. C'est ainsi qu'il gagne de l'argent, autrement dit des rubis, autrement dit des petites pierres scintillantes qui, parfois, tintinabulent sur un air triomphant. Link n'atteindrait jamais l'objectif de sauver la magnifique princesse Zelda, qui, je suppose, représente sa petite amie, sans son salaire de jardinier amélioré, qui retourne des pierres, bombarde des murets et tue des araignées pour de l'argent. Sans son butin gagné à la sueur de son front, il ne pourrait pas acheter les bombes, les bougies, les boucliers et tout le tintouin, qui font partie intégrante de ses efforts labyrinthiques pour voir sa bien-aimée. Cela rappelle la maxime tellement vraie de cette vieille chanson jazz « Can't get no romance without finance ». Sans argent, pas d'histoire d'amour. La princesse Zelda est ravissante et merveilleuse, mais en vaut-elle vraiment la peine ? Est-ce important pour Link de la sauver, au point de devoir travailler d'arrache-pied pour récupérer les 250 rubis nécessaires à l'achat de l'anneau bleu, les 90 rubis pour le grand bouclier, les 80 rubis pour les flèches, et ça n'en finit jamais. Comme nous le savons tous, le but du jeu va bien au-delà de séduire la fille. Il s'agit de sauver le monde d'un mal sombre qui tue les plantes, entasse les pierres, gèle l'eau et enlève la princesse. Le joueur doit découvrir le sens existentiel. N'oubliez pas que le travail de tâcheron et les corvées quotidiennes, qui permettent de gagner de l'argent pour acheter de l'équipement, font partie intégrante du combat du bien contre Ganon, le mal, le néant et l'absence de sens. Le combat physique et psychologique contre un mal inconcevable est, entre autres, ce qui a valu à un homme, Viktor Frankl, d'ajouter une philosophie existentialiste à son approche de la psychiatrie. Frankl a survécu à un camp de concentration nazi et son livre « Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie » raconte comment il a pu supporter l'intense souffrance dont il a été témoin et qu'il a vécu. Bien qu'il ne soit pas athée, comme de nombreux existentialistes, Frankl souligne lui aussi le besoin existentiel de trouver un sens pour vivre. Il cite plusieurs fois les paroles de Nietzsche. Celui qui a une raison de vivre peut endurer n'importe quelle épreuve, ou presque. Il connaît le pouvoir de cette vie et pourra supporter tous les comment auxquels il sera soumis. La vie des prisonniers des camps consistait à accomplir les pires sortes de corvées monotones et insensées, conçues pour briser les esprits. Pour autant,
Frankl pensait que le désespoir lié au manque de but ou de sens pouvait tuer presque aussi facilement, et peut-être plus insidieusement, que la torture physique. Frankl passa beaucoup de temps à raconter les détails quotidiens de la vie cruelle et privée de sens que les prisonniers des camps étaient forcés de mener. On leur ordonnait de passer des heures à déplacer de lourdes pierres d'une fosse à une autre, pour leur ordonner ensuite de les déplacer dans l'autre sens. Frankl apprit alors qu'une personne devait se souvenir d'un objectif futur pour résister à la tentation du suicide dans de telles conditions de désespoir. Il parlait de la vie après la libération et des responsabilités qui attendaient ses compagnons d'infortune, des retrouvailles avec les enfants ou de l'achèvement d'un livre, ce à quoi il s'accrochait lui-même. Une personne qui réalise l'ampleur de la responsabilité qu'elle a envers un être humain qui l'attend, ou vis-à-vis d'un travail qui lui reste à accomplir, ne gâchera pas sa vie. Ajoutant cette prise de conscience à sa philosophie et sa pratique post-Holocauste, Frankl appliqua ce qu'il appela ses techniques de logothérapie à tous ses patients. Logothérapie est un terme inventé par Frankl pour désigner ce qui lui semblait le plus essentiel dans une session de thérapie, permettre au patient de trouver un sens individuel à sa vie. L'extrême tragédie vécue par Frankl fut l'exemple amplifié d'un désespoir qu'il retrouva chez beaucoup de gens qui n'avaient pas vécu la même expérience. Il découvrit que tout le monde avait besoin de réfléchir sur le sens singulier de sa vie et de s'en souvenir. Qu'il s'agisse d'une amitié précieuse, du désir de composer une symphonie ou encore d'une quête héroïque, chacun peut trouver un sens à sa vie. Frankl recommande aux gens de ne pas désespérer devant leur souffrance actuelle et la distance qui les sépare de leur objectif futur. La souffrance fait partie de la vie, et l'insatisfaction n'est pas seulement inévitable, elle est nécessaire. La santé mentale est fondée sur un certain degré de tension entre ce que nous avons déjà réalisé et ce qui nous reste à réaliser, ou sur la différence entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être. Il est risqué de croire que la santé mentale dépend avant tout d'un équilibre intérieur dénué de toute tension. Ce dont l'humain a besoin, ce n'est pas de vivre sans tension, mais bien de tendre vers un but valable, de réaliser une mission librement choisie. Cela peut sembler complètement fou d'établir un lien entre une tragédie réelle de l'ampleur de l'Holocauste et le loisir procuré par l'imaginaire d'un jeu vidéo dans son récit de lutte, de développement et de triomphe. Pourtant, Zelda nous apprend quelque chose sur la manière dont les individus font face à des obstacles qui semblent insurmontables. Pour revenir au Sisyphe de Camus, le dévouement à sa corvée a un côté étrangement exaltant. Il pousse ce rocher au sommet de la montagne pour la millionième fois. Chaque atome de cette pierre, chaque flocon minéral de cette nuit-là remplissant la montagne, forme en soi un monde. La lutte elle-même vers les hauteurs est suffisante pour remplir le cœur d'un homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Dans la vie, on a besoin d'avoir un travail inachevé, de futurs objectifs, d'hésiter lorsqu'on est sur le point d'atteindre la satisfaction. C'est peut-être pour cela que Nintendo continue à créer de nouvelles quêtes de Legend of Zelda, plus développées que les précédentes. Les joueurs ne veulent pas que ça se termine. C'est peut-être la raison pour laquelle j'arrête toujours avant le combat final. J'aime avoir encore une chose à faire, même si, je le reconnais à contre-cœur, le combat final peut être exaspérant de difficulté. Pourquoi je peux jouer à Zelda pendant 4 heures d'affilée ? Comme Frankl, je crois que chaque partie de la vie recèle un but existentiel et que l'individu a la responsabilité de le trouver et d'accomplir son propre désir de sens. Mais, je ne sais pas pourquoi, cela semble toujours plus facile à comprendre dans l'univers du jeu que dans la vraie vie. Quand je travaillais dans une laverie automatique et que je devais plier régulièrement 30 kg de serviettes et de draps pour un spa huppé, il m'était difficile, voire impossible, de trouver un objectif final valable à cette action répétitive et pas vraiment gratifiante. Sauf si l'on compte le salaire minimum, qui n'est pas tout à fait une grande motivation. Pour autant, cela apporte quelque chose. Tout ce que nous faisons a un effet sur le monde qui nous entoure, non ? Le fait que je plie ces serviettes a probablement fait le bonheur de quelqu'un. Le client du spa peut-être. Et mon salaire ne m'était pas entièrement indifférent. Jean-Paul Sartre nous dit que, dans la plus insignifiante de vos actions, il y a une immensité d'héroïsme. Cela n'a jamais été aussi vrai que dans l'univers Legend of Zelda. Le moindre mur de pierre que vous faites sauter, la moindre fée que vous mettez en bouteille, comme un enfant qui joue avec des lucioles, est un pas de plus pour sauver Hyrule. Pratiquement toutes les actions que vous accomplissez en jeu, y compris faire l'andouille et retarder le moment d'entrée dans le donjon, ce que j'ai tendance à faire, a une certaine valeur. Bon sang, même les jeux d'argent, qui semblent être un passe-temps complètement inutile et dégradant, a une signification dans Zelda. Si vous avez de la chance et que vous choisissez bien votre rubis, vous vous rapprochez du moment où vous achèterez un carquois qui vous permettra de sauver la princesse. Les tâches secondaires du jeu procurent un bonheur infini, car elles sont à la fois nécessaires à l'achèvement du jeu et immédiatement gratifiantes.
Le jeu possède une énergie existentialiste sérieuse, le besoin d'affronter des défis et l'importance accordée à la croissance, au développement et à la responsabilité, mais s'y inscrit aussi une grande légèreté qui adoucit sa gravité. On peut penser au tintement sonore dès que Link trouve un rubis, ou au fragment de cœur qu'il élève triomphalement au-dessus de sa tête dans un joyeux signe de victoire. Une grande part de l'existentialisme se préoccupe de la question de la liberté, surtout depuis l'abandon du concept d'un Dieu tout-puissant. Viktor Frankl comprend la liberté dans un sens nuancé. Certes, une personne est limitée, tout comme sa liberté. Elle n'est pas libre par rapport aux conditions qui l'entourent, mais elle peut prendre position à leur égard. Peut-être que, dans le cas des jeux Zelda, il y a un sens des limites établies. C'est peut-être dans ces limites établies que se trouve la rupture entre les théories de l'existentialisme de la vraie vie et le scénario des jeux Zelda. Link peut prendre position à l'égard de ces conditions, mais ces options sont certainement limitées. Pour autant, je n'irai pas jusqu'à dire que cela signifie que Zelda n'est qu'une échappatoire face à la liberté de la vraie vie et aux responsabilités qui en résultent. Même si les gens sont libres, bien plus libres que les personnages d'un scénario établi, la vraie vie, tout comme Zelda, comporte des restrictions. La différence, c'est que les restrictions de la vraie vie sont plus fluides et moins transparentes que celles d'un jeu vidéo. Malheureusement, dans Zelda, vous ne pouvez pas frapper le vendeur sur la tête et lui voler le pilon de poulet qu'il vous faut. Mais au lieu de rouspéter, vous pouvez passer du temps à abattre des arbres et brûler des buissons afin de récupérer suffisamment de rubis, heureux de savoir que c'est à la fois nécessaire et porteur de sens. Dans la vraie vie, vous pourriez frapper le vendeur sur la tête, mais les limites légales et les conséquences vous y feront peut-être réfléchir à deux fois. Ce jeu, avec ses limites narratives et son processus de développement héroïque, pourrait être utilisé comme un outil pour réfléchir au concept existentialiste qui dit que la liberté s'accompagne de responsabilités. Comme dans Zelda, dans la vie, il y a souvent besoin de traverser un processus long et difficile pour prendre la responsabilité de supporter le plus banal des projets. Cependant, on peut donner un sens à la tâche nécessaire la plus terre-à-terre de la vie quotidienne. Faire la vaisselle me permet d'inviter des amis pour un super dîner. Enseigner à un nouveau groupe d'étudiants de première année indifférents peut me rapprocher de quelques-uns d'entre eux qui comprennent ce que je dis ou me faire gagner de l'argent. Bien sûr, il s'agit là de petite échelle, mais votre quête de sens dépend des conditions qui vous entourent. C'est la leçon d'existentialisme présentée dans la série Zelda. Si seulement ce tintement triomphal voulait bien résonner à chaque fois que je sors la poubelle. Et voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 5 cette fois-ci qui s'appelle « Le héros aux 1000 cœurs, la mort dans Zelda ». D'ici là, pensez à liker et à vous abonner, et passez une excellente journée. Salut!